La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, elle est d'abord caractérisée par un déséquilibre des comptes qui revient. On avait l'espoir d'atteindre l'équilibre en 2019 et 2020, ça c'était la vision il y a 18 mois. Et puis les mouvements sociaux de fin 2018 ont amené le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures qui conduisent aujourd'hui la sécurité sociale à repartir dans le rouge. 5 milliards d'euros de pertes prévues en 2019, autant en 2020. Donc on a une loi de financement de la sécurité sociale qui est plutôt sous contrainte, ce qui explique que les nouvelles mesures qu'elle contient sont surtout orientées vers une maîtrise comptable des équilibres. Ça veut dire à nouveau un objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est contraint avec des baisses des remboursements sur les médicaments, sur les transports, pas des baisses du taux de remboursement, mais on va faire pression sur les prix. Le gouvernement va faire pression sur les prix. Autre disposition prise dans le cadre de cette contrainte budgétaire, la sécurité sociale va supprimer la majoration des prestations d'indemnité journalière qui intervenait au 31e jour d'arrêt pour tous les salariés ayant au moins 3 enfants à charge. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul taux de remboursement et inévitablement, cette mesure va se reporter sur les régimes complémentaires de prévoyance qui vont devoir compenser. Les mesures qui sont dans le cadre de cette loi de financement de la sécurité sociale ne permettront pas de combler le déficit puisque finalement, on a une situation 2019 avec un déficit annoncé à 5 milliards d'euros et 2020, c'est encore 5 milliards d'euros de déficit. À peu près un an plus tard, on se retrouvera pour voir si pour 2021, on retourne vers l'équilibre. Mais aujourd'hui, on est encore en déficit, bien moindrement qu'il y a 10 ans, mais quand même à hauteur de 5 milliards d'euros pour 2020. Alors, est-ce qu'on peut sauver la sécurité sociale ? Je dirais oui, bien évidemment, et je dirais même, est-ce qu'il est nécessaire de la sauver ? L'enjeu, c'est vrai, 5 milliards, ça fait peur, mais il faut le rapporter également à la masse que représentent les dépenses de protection sociale en France ou les dépenses du régime d'assurance maladie ou du régime général de sécurité sociale. Ces 5 milliards de déficit, en fait, par rapport à des dépenses de protection sociale qui frôlent les 700 milliards d'euros. Donc c'est moins de 1%, c'est un peu plus si on le rapporte uniquement aux dépenses du régime général, mais disons que le déficit, il est de l'ordre de 1,5 à 2% des dépenses. Donc retrouver l'équilibre, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a beaucoup de solutions pour le faire, soit continuer dans la maîtrise comptable qui est celle que les gouvernements mettent en œuvre depuis une quinzaine d'années, soit en allant chercher des ressources supplémentaires au niveau des cotisations. Mais là, je ne veux pas me faire des amis du côté du MEDEF. Le 100% santé, en fait, c'est une disposition législative qui a été introduite en 2018 par le gouvernement avec la volonté de faire baisser le renoncement aux soins. On a une frange de plus en plus importante de la population qui renonce à certains types de soins parce qu'ils sont trop coûteux et parce qu'ils sont mal couverts par le régime de base, voire moindrement couverts par les organismes complémentaires, les mutuelles et autres assureurs, lorsque les gens en ont une. La logique de la réforme, c'est de dire, dans chacun des domaines que sont l'audioprothèse, l'optique et le dentaire, je vais créer des paniers de soins où je garantis que les assurés seront remboursés en totalité de leurs dépenses par la sécurité sociale et par la complémentaire. Alors bien entendu, ce n'est pas tous les types d'actes, ce n'est pas toutes les lunettes, ce n'est pas toutes les prothèses dentaires, ce n'est pas toutes les audioprothèses, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits en concertation avec les professionnels de santé pour dire tel type d'acte devra être remboursé à 100%, tel type de lunettes, avec tel type de monture, tel type de verre. Maintenant, c'est une réforme qui est quand même très large. Normalement, toute affection dont souffrirait une personne pourra être soignée grâce au 100% santé. Donc la démarche initiale, c'est ça, c'est de faire revenir dans le parcours de soins des Français qui en étaient sortis du fait de trop faibles ressources et d'un reste à charge trop élevé. L'année 2019, elle a été très compliquée pour les assureurs, puisqu'à cause de cette réforme du 100% santé, ils ont été obligés de revoir l'intégralité de leur contrat. Puisque aujourd'hui, on a à peu près 98 ou 99% des contrats d'assurance complémentaire santé, qu'ils soient souscrits auprès d'une mutuelle, d'une société d'assurance ou d'une institution de prévoyance, qui sont des contrats que l'on qualifie de responsables au sens de la réglementation, donc ils respectent tout un carcan de règles. Pour continuer à être responsable, les contrats devaient être mis aux normes du 100% santé, donc intégrer tout un tas de dispositions nouvelles. Les assureurs
sont habitués à ce que la durée de vie d'un contrat soit de 6 à 7 ans. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer votre contrat plus d'une fois tous les 6 ou 7 ans en moyenne. Donc ils sont équipés en termes humains, en termes matériels et autres, pour traiter à peu près 15% de leur contrat tous les ans. Là, avec la réforme du 100% santé, on leur a demandé de revoir 100% de leur contrat dans un délai extrêmement contraint d'1 an. C'est-à-dire 6 à 7 fois plus que d'habitude. Donc inutile de vous préciser que tout n'est pas encore complètement aux normes. Ils ont fait un énorme travail, mais il y a des petits retards qui existent vis-à-vis d'un certain nombre de clients et vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques de gestion, en particulier chez un certain nombre d'assureurs. Aujourd'hui, les régimes de protection sociale, si je me place du côté du DRH, sont devenus un véritable enjeu d'attractivité pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'à l'embauche, on voit de plus en plus d'entreprises mettre en avant les avantages sociaux qui sont accordés au travers de ces couvertures complémentaires de prévoyance ou de frais de santé. Ça, c'est indéniable. Maintenant, on voit que tous les événements qui surviennent, la multiplicité des réformes, les taux techniques dont on parlait il y a quelques minutes, font que la nécessité de piloter l'équilibre de ces régimes est de plus en plus importante. Donc, mon conseil numéro 1, si je devais en donner un au DRH, ce serait de mettre en place au sein de l'entreprise, et si possible avec sa commission paritaire, les moyens de piloter correctement et de la manière la plus précise possible, ces équilibres, de façon aussi à voir quelles mesures prendre, comment ajuster les prestations d'un régime s'il vient à dériver, et de façon à s'assurer que l'essence même du régime, qui est de créer une solidarité au sein des salariés de l'entreprise, ne conduit pas, dans certains cas, à financer des dépenses qui n'ont rien à voir avec la santé, ou à le faire sans s'assurer qu'on va pouvoir le faire pendant les 5 ou 10 ans à venir, parce que l'enjeu, il est de plus en plus également dans la durée de vie de ces régimes, parce que les salariés y sont de plus en plus attachés. Si nous sommes présents chez Dialogue, et depuis la création de l'association d'ailleurs, c'est parce que nous croyons fondamentalement dans les vertus du dialogue social, et on le voit encore plus en ce moment qu'il y a 10 ou 15 ans. L'apport de cette association qui permet à la fois à des représentants du personnel et à des dirigeants d'entreprise de se rencontrer dans un contexte dénué de toute arrière-pensée politicienne, ou politique pour rester correct, est fondamental. C'est un véritable outil du dialogue social, et c'est, à mon sens, à notre sens au cabinet, la meilleure façon de faire vivre et évoluer ces régimes de protection sociale qui sont là pour protéger les salariés, avec des intérêts qui sont très majoritairement convergents entre les directions d'entreprise et les représentants du personnel. Tout le monde poursuit le même objectif. Pas obligatoirement pour les mêmes raisons, mais tout le monde poursuit le même objectif. Donc le dialogue social permet de l'atteindre.